Bonjour, Bonjour, je suis là. Alan. Je m'appelle Jad Ayoub, je suis directeur général du groupe allemand Bioscientia dans la santé. On a un grand laboratoire en Europe et aussi on est travaillant avec Sonic Healthcare, qui est l'un des 3 plus grands groupes au monde dans le laboratoire. J'étais très intéressé par l'intervention de Dr Saab, parce qu'en fait, on essaie maintenant de trouver une façon de rentrer dans le marché africain. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui pour écouter un peu ce qui se passe au Sénégal. Et j'ai compris ce que Dr Saab a dit, qu'il y a un grand potentiel pour la santé. J'aimerais premièrement avoir un peu d'informations sur la situation de l'éducation de la santé. Est-ce qu'il y a des médecins qui viennent de l'étranger travailler au Sénégal ou c'est plutôt des médecins qui sont au Sénégal? Et quelle est la situation des tiers payants, ça veut dire les assurances, parce que pour les investissements, pour nous, si on veut travailler là-bas, c'est très important de savoir comment, le remboursement, comment ça va travailler. Oui, je ne pourrais pas répondre sur le plan de structure de santé, mais je peux répondre sur le plan d'opportunité. Parce que j'ai étudié spécifiquement le cas du Sénégal et de Dakar en matière de santé et en matière d'investissement. Parce que quand on s'intéresse à l'Afrique subsaharienne et qu'on veut faire des investissements en termes de santé, on a étudié quels étaient les pays qui présentaient le plus d'opportunités. Il est vrai qu'il y a 2-3 pays qui sautent d'emblée, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est des pays comme le Cameroun. On reste dans le domaine des pays francophones, parce que si on passe aux pays anglophones, à ce moment, il y a le Nigeria qui a un énorme potentiel de population, il y a le Ghana, etc., qui sont les pays stables. Le Sénégal a 2 ou 3 points qui sont des atouts extrêmement importants qu'il peut exploiter. D'abord, il y a un historique. La première fac de médecine de l'Afrique de l'Ouest était à Dakar. Et la faculté de médecine de Dakar a généré des centaines d'étudiants africains qui ont été formés, qui sont ensuite éparpillés partout en Afrique, etc., mais qui ont gardé leur contact avec Dakar. Dakar représente, en matière d'Afrique de l'Ouest francophone, un pôle d'attractivité médicale. La plupart des gens, quand ils veulent se faire soigner, vous avez parlé des pays contigus, hein, du Mali, de la Guinée, de la Mauritanie, etc. Quand on veut se faire soigner, quand on veut avoir un avis médical, on va à Dakar. Donc Dakar, du point de vue historique, est un centre d'attractivité médicale. Maintenant, du point de vue politique, le Sénégal, on l'a déjà évoqué, est un pays qui a une grande stabilité politique, qui a connu une alternance démocratique, qui a montré que c'est un pays qui est définitivement ancré dans un processus démocratique, et donc un pays de stabilité économique et donc de stabilité d'investissement. Il y a l'attractivité du point de vue climatique, du point de vue de convenience générale. Le Sénégal est un pays qui est extrêmement intéressant où on peut s'installer, où on peut amener des cadres étrangers à s'installer, à travailler. Il y a par contre des points faibles. Des points faibles qui ne sont pas liés simplement au Sénégal, qui sont liés à la question de l'Afrique en général, de l'Afrique subsaharienne. Vous avez posé la question en matière de santé, quelle est la question des tiers payants. Et on a effectivement, si on regarde du point de vue de couverture sociale, il n'y a pas une couverture sociale qui est répandue sur l'ensemble de la population. Je pense que vous avez des chiffres, vous devez avoir des chiffres mieux que moi, que le nombre de populations qui ont une réelle couverture sociale, etc. Ça peut être un problème, un handicap pour des investissements privés. Sur un truc. Mais on part dans un pays qui est totalement sous-structuré en matière de santé. Donc il y a un énorme vide et il y a une demande qui est largement supérieure à ce qu'on peut offrir en matière de santé. Il y a une demande qui est largement inférieure. C'est-à-dire, si vous regardez les structures privées de santé au Sénégal, vous allez vous rendre compte qu'elles sont saturées, qu'elles sont largement saturées par les demandes. Dans votre demande spécifique à vous, qui est le domaine des laboratoires biologiques, c'est ça. Je pense que là, c'est extrêmement intéressant comme centre d'investissement, parce que vous apportez un plus. Il y a une qualité que vous pouvez apporter,
quand on investit sur le problème des laboratoires biologiques à grande structure, on apporte une qualité qui n'existe pas dans les toutes petites structures. Donc ça peut représenter un pôle qui est extrêmement intéressant. Dakar ne représente pas seulement le Sénégal, elle représente l'ensemble des 4-5 pays qui sont avoisinants directs et qui vont se drainer là-bas. Je pense qu'il y a une demande qui dépasse largement l'offre qui est faite en matière d'analyse biologique et de recherche sur ce domaine-là. C'est une opportunité certaine. Peut-être une petite contribution. Je souscris entièrement au développement qui sont faits par Dr Saad par rapport à l'existence de ressources humaines qualifiées, attestées un peu par une bonne formation avec l'Université de Dakar, notamment la faculté de médecine. C'est tout juste pour illustrer. Il y a un certain nombre de pays, surtout d'Afrique du Nord, dont les étudiants en médecine sont formés au Sénégal. Mais ce qui est curieux, c'est que nous, la plupart de nos malades, donc nos évacuations sanitaires se font à destination de ces pays. Cela veut dire qu'il y a un énorme potentiel à ce niveau-là pour peut-être dans ce qu'on pourrait appeler le tourisme médical. Donc, il y a un problème réel d'infrastructure qui se pose et ce sont là des niches que peut-être le privé étranger pourrait exploiter à bon escient. Je vous remercie. Merci, M. Gay. D'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, Roland Mitry. On a, dans votre exposé, vous avez parlé de PSE. Et c'est un plan dynamique d'expansion de tous les secteurs d'activité qui sont dans le Sénégal, au Sénégal, pardon. Et en fait, je retiens certains qui sont pour moi importants, c'est-à-dire le tourisme. Il y a le tourisme de loisirs, il y a aussi le tourisme de santé, paramédical parfois, parce que si on construit des centres, des wellness centers et tout ça, il y a aussi l'agriculture et la nourriture. Est-ce que dans ce plan, il y a un plan directeur d'expansion pour régulariser ou bien pour la construction de centres d'accueil, d'hébergement, des hôtels, des hôpitaux, et puis on a parlé aussi de cadre de vie, les habitations, la durabilité, tout ça. Et quelles sont les chances et quelles sont les opportunités pour les PME, PMI qui sont dans la construction et dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie? Merci. Ben, je pense que dans le plan PSE, et on a essayé de le montrer sur la vidéo, il y a des chantiers assez importants pour justement trouver les moyens d'arriver, surtout dans le domaine du tourisme, comme vous avez vu, les autoroutes et tout ça. Mais pour être plus précis, je crois que M. qui est l'attaché commercial et qui connaît le problème bien mieux que moi, pourrait répondre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je crois, effectivement, il y a un problème de coordination, de suivi, d'exécution de cet ambitieux plan. D'ailleurs, le Président de la République a nommé un ministre en charge du plan Sénégal émergent, qui, à chaque session du Conseil des ministres, qui se tient de manière hebdomadaire, fait la situation de l'exécution des projets. Donc, cela veut dire qu'il y a un suivi, il y a un comité d'orientation stratégique qui est présidé par le chef de l'État, un comité de pilotage sous la présidence du Premier ministre, il y a un bureau opérationnel de suivi et d'autres structures d'exécution.
Donc, l'ensemble de ces projets sont inscrits dans un cadre de suivi et de coordination qui fait l'objet d'une évaluation quasi hebdomadaire. Et il y a aussi les projets dans le plan Sénégal émergent de l'énergie quand même. Il ne faut pas oublier ça. Parce que, M. Gay, vous pouvez me corriger si je me trompe, d'après ce que je sais, j'ai lu, que le Sénégal, au point de vue opération dans l'énergie et l'électricité, fait des merveilles en ce moment. Ils ont des plans, trucs solaires, parmi les plus importants du monde, d'après ce qu'on dit. N'est-ce pas, monsieur Hay? Oui, pardon, allez-y. Oui, L'opportunité, vous avez parlé de tourisme médical. Effectivement, le Sénégal a une opportunité absolument à saisir. Il y a dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, on est en train de parler d'une population de plusieurs centaines de millions de personnes qui sont totalement dépourvues en matière de structure médicale avancée. Et si le Sénégal peut jouer, qu'il a une intelligentsia médicale, le Sénégal peut avoir l'opportunité de créer des centres médicaux qui peuvent être des centres de pôle d'attractivité de toute l'Afrique de l'Ouest où les gens viendraient se soigner, etc. On a vu ces choses se développer dans des pays comme l'Inde. L'Inde, par exemple, est un pays qui reçoit des Australiens pour leur faire mettre des prothèses de hanches, etc., qui reçoit du Moyen-Orient énormément de patients pour des maladies cardiovasculaires, etc., qui se feront se soigner en Inde. Le Sénégal a cette opportunité à saisir. Mais ici, il faudrait, je mets un petit haut là, parce que là je m'adresse aux politiciens, aux politiques, ça veut dire qu'il faut que le Sénégal libéralise un peu son secteur, mais sur le plan de la santé, et qu'il soit un peu plus ouvert sur l'acceptation d'exercice médical de médecins étrangers qui peuvent, pour le moment, les lois du pays sont extrêmement sévères et elles n'autorisent pas l'exercice médical de médecins étrangers qui peuvent dans le pays et permettent à ces centres avancées, de technologie avancée médicale, de pouvoir s'exprimer, etc. Et sur l'autre domaine, vous avez parlé du secteur agricole. J'insiste sur un truc. Une chose qui est en train d'être remarquée sur le plan de santé. On a parlé des maladies non transmissibles, le développement des maladies non transmissibles. Et une chose est frappante. Les pays en voie de développement sont les pays qui vont détenir le plus grand nombre de maladies non transmissibles telles que le diabète ou l'hypertension artérielle. On croit que ce sont des maladies des pays nantis. Et effectivement, c'est faux. Ce sont les gens qui vont être atteints par le diabète et l'hypertension artérielle ou les dyslipidémies, etc. Ce sont les pays qui vont connaître surtout ce qu'on appelle la malbouffe et qui vont mal manger. Et ces pays qui sont en voie de développement sont les pays qui ont connu une cassure totale de leur habitude alimentaire et qui ont connu l'introduction d'habitudes alimentaires qui est totalement étrangère. On prend le cas, par exemple, du Mexique. Vous savez qu'au Mexique, le litre de Coca-Cola est moins cher que le litre d'eau potable. Et quand vous prenez une canette de Coca-Cola, c'est l'équivalent d'à peu près 14 morceaux de sucre. Vous voyez comment il devient plus facile pour des gens dans ces pays en voie de développement de consommer de boissons gazeuses extrêmement sucrées et de développer du diabète très tôt. Et il est intéressant de pouvoir développer une industrie agroalimentaire qui soit une industrie agroalimentaire saine à partir des choix de ce pays. Vous avez parlé de l'arachide, de l'huile d'arachide. On peut parler de ce qu'on appelle la noix de coco, etc. On peut développer énormément d'industrie agroalimentaire saine et permettre à ces pays-là de se développer à partir d'une production agricole locale et de manger sainement et de prévenir à long terme les maladies non transmissibles. Cher ami. Il y a une chose peut-être qu'on n'a pas beaucoup évoquée, c'est surtout l'intermédiation financière. Parce que sans secteur bancaire solide,
les investissements sont un peu freinés par les problèmes de financement. Les banques au Sénégal et en Afrique de l'Ouest sont essentiellement étrangères. Donc, elles ont moins tendance à prendre des risques, et si elles en prennent, c'est surtout avec les grands. Donc, il leur faut des garanties, etc. Alors que le secteur bancaire est un élément de rationalisation de l'économie et de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai envie de faire une usine, et il faut aller ou un hôpital, il faut vraiment faire des plans financiers, des projections, des études financières et de faisabilité. Donc, les banques sont beaucoup plus exigeantes que l'investisseur lui-même. Hein, non, moi je le sens au pif, donc mon investissement. Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail à effectuer, et surtout parce que, bon, vous avez évoqué le Crédit libanais qui s'est déjà installé là-bas. D'autres banques font de l'intermédiation aussi libanaise. Et bien sûr, c'est la France et le Maroc qui sont les plus actifs dans ce domaine-là. Juste pour l'histoire, la banque BMO, qui est essentiellement, donc c'est une banque libanaise et luxembourgeoise, qui est essentiellement, aujourd'hui, elle fait une participation. On a pris une petite, parce que je travaille avec la banque, on a pris une petite participation dans une nouvelle banque africaine qui vraiment peut apporter des éclairages qu'un investisseur dit ou il est frileux ou il est casse-cou. Donc, c'est-à-dire pour éviter, il y a des accompagnements qui peuvent être et qui doivent être recherchés et développés. Et là encore, l'accueil du Sénégal est très fort. Le potentiel, disons, d'accueil, parce que les Sénégalais vraiment sont accueillants à ce niveau-là et ils n'essayent pas de réserver des gâteaux pour leurs propres personnes ou propres gens. Donc c'est là où il faut aussi une réflexion et où il peut y avoir beaucoup d'éléments. Surtout, bon, il y a, parce que le financement du détail, de l'achat, de la carte de crédit, des voitures ou même des maisons, ça c'est assez connu et facile. Mais quand on vient vers donc le corporate, qui est donc les entreprises, ou bien même les personnes riches qui sont... Parce qu'aujourd'hui, une personne nantie au Sénégal va envoyer son argent qui soit géré en Suisse, au Luxembourg ou en France, donc là où il y a le plus de commodités. Donc, il y a tout un travail à faire aussi dans ce domaine-là. Merci. C'est certainement très important, Roger, ce que tu viens de nous dire. Mais je crois que quand même il y a une banque libanaise qui s'est déjà installée là-bas. Et je pense que le Sénégal est assez accommodant pour faire venir n'importe quelle autre banque. Et d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la santé, où il y a beaucoup à faire, ou sur le plan de l'économie en général, les banques libanaises étant très dynamiques de par le monde, pas seulement au Liban, puisque les banques libanaises sont un peu partout, je suis convaincu que si une banque libanaise va considérer investir au Liban, le Sénégal serait très accommodant et faciliterait toutes les tâches. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion dans mon domaine professionnel de discuter avec plusieurs banques libanaises qui étaient intéressées par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour eux, bon, la Côte d'Ivoire, c'est un pays plus riche, ce qui est normal, et ils étaient tous très intéressés. Et au contraire, c'est un processus qui va aller en crescendo. Parce que s'il y a des investissements dans le domaine de la santé ou dans le domaine de, je ne sais pas quoi, des usines de transformation comme les arachides et ceci et cela, tout ce processus va se compléter et va aller de l'avant.
Donc, la bienvenue à la BMO au Sénégal. Et s'il y a besoin de faire plus pour forcer encore nos amis de la BMO pour investir encore plus, pourquoi pas, n'est-ce pas, Monsieur Gay? Bon, une dernière question, parce qu'on est connecté avec Monaco et le Sénégal, et qui sont à votre disposition pour toute question que vous voudrez poser. Quelqu'un voudrait poser à notre charmante Johanna ou à notre cher ami Marcel des questions? Ouais. Tout a été dit. Peut-être que vous avez des questions à nous poser, non? Johanna, Marcel, vous avez des questions? Oui, on t'entend, Marcel. Voilà, donc par rapport au financement, c'est une véritable problématique au Sénégal et même dans la sous-région, surtout je parle dans notre domaine, qui est le domaine du numérique, qui est souvent, on va dire, par rapport aux banques, c'est encore plus compliqué parce que les gens ne comprennent pas nécessairement le numérique et l'investissement derrière. Ça commence à changer, mais je voudrais dire que les acteurs aujourd'hui qui peuvent réellement apporter un impact rapide et disruptive, comme on dit, c'est dans le numérique. Et aujourd'hui, cet accompagnement doit se faire. Avec notre organisation qui s'appelle Optique, associée au patronat, organisation professionnelle d'éthique, on essaye de changer cette donne-là pour, disons, sensibiliser les établissements financiers, les banques, et aussi des potentiels capital d'investissement et capital risqueur. Il y a des initiatives qui se sont déployées au Sénégal à ce niveau-là. Et il y a, si je ne me trompe pas, Capital, j'ai oublié le nom exact, un fonds d'investissement qui est prêt qui accompagne aujourd'hui les PME. Parce qu'il y a un véritable tissu économique au niveau des PME et qui aujourd'hui, s'ils sont accompagnés par des établissements financiers, des capital risqueurs, va réellement changer la donne. Et ça, c'est un besoin qui est très important. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que la plupart des banques accompagnent les grosses structures, mais il ne faut pas oublier les PME derrière qui sont le véritable moteur derrière. Voilà. Merci. Ouais, merci, Marcel. Johanna, il y a quelque chose à dire? Non, pareil, j'aurais juste une petite contribution. Désolée que ce soit un peu décousu, on en a parlé bien avant les banques, mais Monsieur Assad, vous parliez justement dans le domaine des économies d'énergie. Je voulais juste dire que notre site Dakar City, notre centre commercial, est donc le premier à bénéficier de ce système d'économie d'énergie puisque nous avons mis en place des panneaux solaires. Et donc nous sommes, donc c'est quand même quelque chose d'inédit au Sénégal. Nous avons un contrat de performance énergétique incluant la mise en place d'une centrale photovoltaïque, donc ce qui nous permet à terme de faire 40% d'économie d'énergie. Bravo. Bon, merci pour votre attention, mesdames et messieurs, et on va prendre une petite bouchée. Merci. Vous voulez dire quelque chose? Attendez, peut-être monsieur l'ambassadeur veut dire et clore le dossier. Et je voudrais en profiter pour saluer monsieur Talal Salman et son fils Sama, et surtout docteur Kamil Mhanna, qui est dans l'humanitaire d'une façon exceptionnelle et qui a failli avoir le prix Nobel de la paix l'année dernière. Bienvenue. Espérons que cette table ronde soit pérennisée, mais élargie la prochaine fois avec la participation sous la couverture de certains départements ministériels, c'est-à-dire que les affaires étrangères et le commerce. Je pense qu'il serait bon que la prochaine fois, que l'ambassade du Sénégal soit informée à temps et qu'on associe, par exemple, la Chambre de commerce du Sénégal et les opérateurs économiques sénégalais sous la bannière du ministère des Affaires étrangères et du ministère du Commerce. Ce serait une bonne chose, je crois.